Le 22 juin 2023, une femme de ménage philippine a brisé la fenêtre de la cuisine d'une villa à Ras El Khaimah et a crié jusqu'à l'arrivée des gardes. Sur le sol gisaient les morceaux du corps de sa patronne, Alexandra Krivtsova, une Russe de 22 ans, soigneusement disposée dans des conteneurs en plastique portant des inscriptions en arabe. Alexandra Krivtsova étudiait la langue arabe et la culture des pays islamiques à la faculté d'études orientales de Nijni Novgorod. En 2022, elle s'est inscrite sur une plateforme internationale de rencontres destinées aux musulmans à la recherche d'une relation sérieuse. Dans son profil, la jeune femme indique son intérêt pour la culture islamique et sa volonté de s'installer dans un pays arabe. Quelques mois plus tard, un utilisateur du nom d'Abdul Halim bin Saïd al-Qassimi commence à lui écrire. L'homme se présente comme un veuf de 72 ans, parent éloigné de la famille régnante de l'émirat de Ras Al Khaimah aux Émirats arabes unis. Selon lui, il possède plusieurs entreprises de transformation de viande et marchés commerciaux dans la région. Dans sa correspondance, il se décrit comme un homme pieux à la recherche d'une jeune épouse instruite pour mener une vie familiale tranquille. Al-Qassimi souligne qu'il est prêt à offrir à son épouse des conditions de vie confortables et la possibilité de poursuivre ses études. Alexandra parle à sa famille et à ses amis de sa rencontre avec cet homme d'affaires influent des Émirats arabes unis. La jeune fille dit qu'il est sérieux dans son intention de se marier et prêt à officialiser leur relation selon les traditions islamiques. Ses parents s'inquiètent de la grande différence d'âge et des différences culturelles, mais Alexandra les convainc que c'est un choix mûrement réfléchi. Elle dit qu'elle voit dans le mariage une occasion de mettre en pratique ses connaissances sur la culture orientale. Au début de l'année 2023, Alexandra s'envole pour Dubaï avec un visa touristique. La rencontre avec son futur mari a lieu à l'hôtel, en présence de plusieurs membres de sa famille. La jeune fille appelle chez elle et annonce que l'homme correspond à ses attentes et semble respectable. 3 jours plus tard, elle participe à la cérémonie du nikah, un rite religieux islamique qui scelle le mariage. La cérémonie se déroule dans une maison privée en présence d'un imam et de témoins. Après la cérémonie, Al-Qassimi confisque le passeport russe d'Alexandra, expliquant que cela est nécessaire pour obtenir un visa de résident de longue durée. La jeune fille emménage dans sa villa à la périphérie de Ras El Khaimah, un bâtiment de 2 étages entouré d'une haute clôture. Plusieurs femmes de ménage philippines, qui ne parlent pratiquement pas anglais, travaillent dans la maison. Alexandra dispose d'une chambre individuelle et d'une garde-robe traditionnelle féminine. Au cours des premières semaines de son mariage, la jeune femme reste en contact régulier avec sa famille et ses amis en Russie. Elle raconte qu'elle s'habitue à son nouveau mode de vie, apprend les traditions locales et perfectionne sa connaissance de la langue arabe. Alexandra mentionne que son mari exige le respect de règles religieuses strictes, mais explique cela par les particularités de la culture locale. Elle dit qu'elle se sent en sécurité, même si elle a parfois le mal du pays. Peu à peu, le ton des messages d'Alexandra commence à changer. Elle communique moins souvent et répond de manière plus réservée aux questions de ses proches. La jeune femme mentionne que son mari n'approuve pas les contacts fréquents avec ses anciens amis et estime que sa femme devrait consacrer plus de temps à l'étude du Coran et aux tâches ménagères. Alexandra dit qu'elle essaie de trouver un équilibre entre le respect des nouvelles règles et le maintien des liens avec sa famille. En avril 2023, les appels à la maison deviennent encore plus rares. Alexandra explique cela par un emploi du temps chargé de cours religieux et par la préparation de sa demande de permis de séjour permanent. Ses parents s'inquiètent et lui demandent de leur donner les coordonnées de son mari. Mais la jeune femme répond qu'il s'oppose à toute communication directe avec sa famille russe, tant que toutes les formalités administratives ne sont pas réglées. La dernière conversation téléphonique avec ses parents a eu lieu fin avril.
Alexandra a été brève et semblait tendue. Elle a répondu de manière évasive aux questions sur son état de santé et ses projets, invoquant la fatigue et la nécessité de respecter le silence dans la maison. La jeune femme a promis de rappeler dans une semaine, mais cet appel n'a pas eu lieu. En mai, ses proches ont essayé de joindre Alexandra, mais son téléphone était éteint. Les démarches auprès du consulat russe aux Émirats arabes unis n'ont donné aucun résultat. Aucune information officielle concernant des problèmes avec une citoyenne russe n'a été communiquée. Ses parents ont commencé à la rechercher sur les réseaux sociaux et ont contacté des connaissances ayant des relations dans la région, mais ils n'ont pas réussi à obtenir d'informations sur l'endroit où se trouvait Alexandra. Le seul moyen de communication restait l'amie d'Alexandra, étudiante dans la même faculté, avec laquelle la jeune fille correspondait occasionnellement par messagerie instantanée. En juin, elle a reçu plusieurs messages vocaux d'Alexandra qui ont été les derniers signes de vie de celle-ci. Dans ces enregistrements, la voix de la jeune fille semblait déprimée et inquiète. Dans le premier message, Alexandra racontait que son mari passait la majeure partie de la journée à la mosquée et ne communiquait pratiquement pas avec elle à la maison. La jeune fille se plaignait de sa solitude et des restrictions strictes qui lui étaient imposées dans ses déplacements à l'intérieur de la maison. Elle mentionnait que les femmes de chambre évitaient tout contact avec elle et avaient manifestement peur de dire quoi que ce soit. Alexandra disait qu'elle n'était pas autorisée à quitter sa chambre sans foulard et sans vêtements appropriés. Dans le deuxième message vocal, enregistré quelques jours plus tard, Alexandra décrivait une étrange odeur de viande qui flottait constamment dans la maison. Elle remarquait que tous les couteaux de cuisine avaient disparu des tables et des tiroirs, ce qui lui semblait inhabituel. La jeune fille exprimait son inquiétude croissante face aux changements dans le comportement de son mari et à l'atmosphère qui régnait dans la maison. Le dernier message vocal a été envoyé le 14 juin. Dans ce message, Alexandra disait d'une voix entrecoupée que la situation devenait insupportable. Elle mentionnait des punitions physiques pour avoir enfreint les règles établies et demandait à son amie de trouver un moyen de contacter ses parents. La jeune fille disait qu'elle se sentait en danger de mort, mais qu'elle ne pouvait pas quitter la maison seule. L'enregistrement s'interrompait au milieu d'une phrase. Après avoir envoyé son dernier message vocal, Alexandra Krivtsova a disparu de tous les canaux de communication. Son amie a essayé de l'appeler et de lui envoyer des messages, mais ceux-ci sont restés sans réponse. Le téléphone de la jeune fille indiquait qu'elle était hors ligne dans les messageries instantanées. 8 jours de silence complet ont suivi dans la maison d'Al-Qassimi, jusqu'à ce que la femme de chambre philippine se mette à crier par la fenêtre de la cuisine. Les événements du 20 juin se sont déroulés très rapidement. Vers 14 heures, heure locale, la sécurité du complexe résidentiel a reçu un appel d'urgence provenant d'une des maisons. Le répartiteur a enregistré un message indiquant qu'une femme criait et se débattait à la fenêtre, demandant de l'aide. L'équipe de garde est arrivée sur place 7 minutes plus tard et a trouvé la femme de ménage philippine dans un état d'agitation extrême devant la fenêtre de la cuisine du rez-de-chaussée. La femme, nommée Maria Santos, travaillait chez Al-Qassimi depuis environ 1 an et s'occupait du ménage des pièces d'habitation. Ce jour-là, elle devait faire le ménage général de la cuisine, mais elle n'avait pas la clé de la pièce. La femme de ménage a essayé de frapper à la porte, mais n'a reçu aucune réponse. En regardant par la fenêtre de la cuisine, elle a vu sur le sol des conteneurs en plastique ouverts, dont elle a d'abord pensé qu'ils contenaient de la viande destinée à être congelée. En y regardant de plus près, Maria a compris qu'il s'agissait de parties de corps humains. Les bacs contenaient 2 mains, une jambe du genou au pied et une partie du torse sans tête. Tout était soigneusement emballé et étiqueté en arabe avec des inscriptions indiquant qu'il s'agissait de produits cacheurs congelés. À côté des conteneurs se trouvait un hachoir à viande industrielle avec des restes de tissus biologiques. Les gardes ont appelé la police et les secours médicaux.
Le premier groupe de policiers est arrivé 20 minutes plus tard et a immédiatement bouclé le périmètre de la villa. La cuisine a été reconnue comme lieu du crime et fermée pour une enquête approfondie. Dans la maison se trouvaient 3 femmes de chambre philippines et Abdul Halim bin Saïd al-Qassimi lui-même, qui lisait tranquillement le Coran dans le salon. Lors de son arrestation, l'homme de 72 ans n'a opposé aucune résistance et s'est montré parfaitement calme. Il a répondu par monosyllabes aux questions des policiers sur ce qui s'était passé dans la cuisine, invoquant ses obligations religieuses de purifier la maison de toute souillure. Al-Qassimi a été emmené au poste de police de Ras Al Khaimah pour un interrogatoire plus approfondi. L'examen préliminaire de la scène du crime a révélé de nombreux détails, indiquant une violence systématique. Dans le congélateur de la cuisine, les enquêteurs ont découvert d'autres fragments du corps, de longs cheveux foncés, une mâchoire inférieure avec des dents et des morceaux de tissu brodés d'un nom en lettres latines. L'expertise a confirmé que les cheveux appartenaient à une femme européenne, âgée d'une vingtaine d'années. Dans la chambre occupée par Alexandra, ses effets personnels ont été retrouvés. Vêtements, cosmétiques, matériel pédagogique pour l'apprentissage de la langue arabe et un carnet contenant des notes sur les traditions locales. Dans l'armoire étaient suspendues des robes traditionnelles et des foulards achetés après son déménagement aux Émirats arabes unis. Sur la coiffeuse se trouvaient des documents russes relatifs à son éducation et un certificat médical pour l'obtention d'un visa. La perquisition du bureau d'Al-Qassimi a révélé des découvertes plus inquiétantes. Dans le bureau se trouvait un dossier contenant des documents relatifs au mariage, y compris une copie du Nikah Nam, le certificat de mariage islamique. On y trouvait également le passeport russe confisqué d'Alexandra et un certificat de changement de statut de visa, qui n'avait jamais été soumis aux autorités compétentes. Les enquêteurs ont porté une attention particulière au journal intime rédigé en arabe par Al-Qassimi. Il contenait des notes détaillées sur le comportement de sa femme et les mesures disciplinaires qui lui avaient été infligées. Les notes dataient de janvier 2023 et documentaient le durcissement progressif des sanctions pour diverses violations des règles établies. Les premières notes concernaient des remarques relativement légères, retard à la prière, mauvaise lecture du Coran, vêtements insuffisamment modestes en présence des servantes. Les sanctions se limitaient à une privation de nourriture pendant quelques heures ou à l'interdiction de quitter la chambre. Peu à peu, la liste des infractions s'est allongée et comprenait désormais les tentatives de contacter des proches sans autorisation, l'expression de mécontentement quant aux conditions de vie, les demandes de restitution de documents. En mai, les notes sont devenues plus sévères. Al-Qassimi a consigné l'application de punitions physiques, coups de bâton sur les paumes des mains pour avoir refusé d'accomplir les tâches ménagères, enchaînement dans des fers métalliques pour avoir tenté de quitter la chambre assignée sans autorisation, lecture forcée de textes religieux pendant plusieurs heures d'affilée. Les dernières notes dataient de la mi-juin et faisaient état de la désobéissance totale de sa femme et de la nécessité de prendre des mesures radicales. Al-Qassimi écrivait que la femme refusait de reconnaître son autorité en tant que mari et chef de famille, ce qui était contraire aux principes islamiques de la vie familiale. Il considérait ce comportement comme une offense aux sentiments religieux et une menace pour la pureté spirituelle de la maison. Dans le sous-sol de la villa, une petite pièce avait été aménagée avec des anneaux métalliques dans les murs et des chaînes. Les domestiques ont révélé qu'Alexandra était régulièrement enfermée dans cette pièce pendant plusieurs jours sans nourriture ni eau, en guise de punition pour des fautes graves. Dans la pièce, les enquêteurs ont découvert des traces de sang sur le sol et les murs, ainsi que des rayures sur les surfaces métalliques laissées par des ongles. Le système de vidéosurveillance de la maison comprenait des caméras dans toutes les pièces, à vivre, y compris la chambre d'Alexandra et la cuisine.
Al-Qasimi a expliqué que cela était nécessaire pour contrôler le respect des prescriptions religieuses et la discipline familiale. Les enregistrements des caméras des 2 semaines précédant l'incident avaient été entièrement effacés, mais l'expertise technique a permis de restaurer partiellement certains fragments. Les images restaurées montraient une scène dans la cuisine où Al-Qasimi forçait Alexandra à accomplir des actes humiliants. La jeune femme était contrainte de ramper sur le sol et de demander pardon pour avoir désobéi à son mari. D'autres images montrent l'homme la frappant avec une ceinture en cuir sur le dos et les jambes, lui demandant de répéter des formules religieuses en arabe. L'examen médico-légal des restes a confirmé l'identité de la victime grâce au dossier dentaire et aux échantillons d'ADN fournis par des proches en Russie. Le médecin légiste a établi que la mort était due à une asphyxie causée par la compression du cou avec une ceinture en cuir. Les blessures sur le corps indiquaient des violences physiques prolongées, notamment de multiples hématomes, des fractures des côtes et des lésions des organes internes. L'état des mains de la victime a particulièrement attiré l'attention des experts. Les ongles étaient complètement arrachés et les doigts présentaient des coupures profondes et des brûlures. Ces blessures avaient été infligées peu avant la mort et témoignaient de l'utilisation de la torture. L'analyse des tissus a révélé la présence de diazépam, un sédatif qui aurait pu être utilisé pour neutraliser la résistance de la victime. L'examen toxicologique a également révélé des traces d'autres médicaments qui n'avaient pas été prescrits à la jeune fille par des médecins. Des résidus de substances psychotropes puissantes, susceptibles de provoquer une désorientation et de supprimer les fonctions volitives, ont été découverts dans son organisme. Cela indiquait un éventuel recours systématique à des substances chimiques pour contrôler son comportement. L'autopsie a révélé que certains organes internes avaient été partiellement retirés après le décès. En particulier, une partie du foie était manquante et d'autres organes de la cavité abdominale étaient endommagés. La nature des lésions indiquait l'utilisation d'outils professionnels pour découper la viande, ce qui correspondait à l'activité d'Al-Qasimi dans l'industrie de la transformation de la viande. L'interrogatoire d'Abdul Halim bin Saïd Al-Qasimi s'est déroulé en présence d'un interprète et d'un avocat désigné par la famille du suspect. L'homme de 72 ans s'est montré parfaitement calme et a répondu aux questions des enquêteurs sans montrer aucun signe de tension émotionnelle. Ses déclarations ont été enregistrées en arabe, puis traduites en anglais pour le procès-verbal. À la question directe sur la mort de sa femme, Al-Qasimi a répondu par l'affirmative, mais a refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un crime. Selon lui, il avait tout à fait le droit de punir son épouse pour avoir désobéi aux préceptes religieux et aux traditions familiales. L'homme a affirmé avoir agi dans le cadre de la loi islamique et avoir rempli ses obligations de chef de famille en maintenant l'ordre dans la maison. Les détails des derniers jours de la vie d'Alexandra, racontés par Al-Qasimi, étaient frappants par leur insensibilité. Selon lui, sa femme enfreignait constamment les règles de conduite établies, refusait d'étudier le Coran et manquait de respect à son mari. Elle essayait de contacter secrètement ses proches en Russie et exprimait son désir de rentrer chez elle, ce qu'il considérait comme une trahison de ses obligations conjugales. Le conflit décisif a eu lieu le 18 juin, lorsqu'Alexandra a ouvertement déclaré son intention de quitter la maison et de demander l'aide du consulat russe. Al-Qasimi a considéré cela comme une violation définitive de la fidélité conjugale et a décidé d'appliquer la peine maximale. Il a attiré sa femme dans la cave sous prétexte de devoir discuter de son comportement et lui a passé une courroie en cuir autour du cou. Selon les déclarations de l'accusé, Alexandra s'est débattue et a tenté de se libérer, mais il a maintenu la ceinture jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Après la mort, Al-Qasimi a transporté le corps dans la cuisine, où se trouvaient les outils de découpe de viande qu'il utilisait dans son travail.
L'homme a expliqué que le démembrement du cadavre était nécessaire pour purifier la maison de la souillure, conformément à sa compréhension des normes religieuses. Le démembrement a pris plusieurs heures. Al-Qasimi a méthodiquement découpé le corps à l'aide d'un hachoir industriel et de couteaux tranchants, puis a placé les morceaux dans des conteneurs en plastique étiquetés pour la congélation. Il prévoyait de se débarrasser complètement des restes via le système de traitement des déchets de l'une de ses usines. Il avait déjà réussi à emporter et à détruire la tête et certains organes avant que le crime ne soit découvert. Les témoignages de 3 femmes de ménage philippines qui travaillaient dans la maison ont confirmé le caractère systématique des violences infligées à Alexandra. Maria Santos, Rosa Fernandez et Gloria Mendes ont témoigné en détail de ce qu'elles avaient observé pendant plusieurs mois. Les femmes avaient peur d'intervenir en raison des menaces de licenciement et d'expulsion, mais elles compatissaient secrètement avec la jeune épouse russe. Selon les femmes de chambre, Alexandra passait souvent ses journées enfermée, sans nourriture ni eau. Al-Qasimi l'enfermait dans la cave, attaché à des chaînes métalliques, pour la moindre infraction. Mauvaise prononciation des mots arabes, lenteur dans l'accomplissement des tâches ménagères, tentative de parler au personnel de service sans autorisation. La jeune fille maigrissait à vue d'œil et devenait de plus en plus renfermée et effrayée. Les punitions les plus sévères suivaient les tentatives d'Alexandra de communiquer avec le monde extérieur. Al-Qasimi contrôlait toutes ses communications et vérifiait régulièrement son téléphone à la recherche d'appels ou de messages non autorisés. Lorsqu'il découvrait des infractions, la punition consistait à frapper les paumes des mains avec un bâton en bois et à forcer la jeune femme à lire des textes religieux pendant des heures dans une position inconfortable. La femme de chambre, Rosa Fernandez, a raconté comment, au cours des dernières semaines, Alexandra lui avait demandé à plusieurs reprises de l'aider. La jeune femme l'a supplié de trouver un moyen de transmettre un message au consulat russe ou de contacter sa famille en Russie. Elle disait qu'elle craignait pour sa vie et qu'elle sentait que son mari avait l'intention de lui faire du mal. La femme de chambre voulait l'aider, mais elle avait peur de perdre son emploi et d'être punie. La maison était soumise à un système de contrôle strict qui rendait pratiquement impossible toute fuite ou demande d'aide. Toutes les fenêtres étaient munies de barreaux, les portes étaient verrouillées par des serrures électroniques et le domaine était surveillé 24 heures sur 24. Alexandra n'avait accès ni à l'argent, ni aux documents, ni aux moyens de communication sans la surveillance de son mari. Même ses passages aux toilettes et ses douches étaient contrôlés et limités dans le temps. La pression psychologique s'accompagnait d'un épuisement physique. Alexandra recevait une quantité minimale de nourriture, était souvent contrainte de jeûner sous des prétextes religieux et était obligée d'effectuer des tâches ménagères épuisantes. Elle était obligée de laver les vêtements à la main, de nettoyer les sols de la maison à genoux et d'accomplir d'autres tâches humiliantes dans le cadre d'un processus visant à lui inculquer la soumission. La jeune fille ne recevait aucune assistance médicale, même en cas de blessure grave. Les domestiques ont vu Alexandra souffrir d'infections causées par les conditions insalubres dans lesquelles elle était détenue dans le sous-sol. Elle a développé des maladies de peau, mais Al-Qasimi considérait ces maladies comme une punition pour ses péchés et refusait de consulter des médecins. Il prescrivait comme traitement des prières et la lecture du Coran. La justification religieuse de la violence jouait un rôle central dans la vision du monde d'Al-Qasimi. Il se considérait comme un musulman véritablement croyant qui appliquait les prescriptions divines en matière de gestion de la famille. Selon lui, la femme devait faire preuve d'une soumission totale à son mari, représentant d'Allah sur terre. Toute résistance était considérée comme un blasphème, méritant une punition sévère. L'enquête a établi que la plateforme de rencontres en ligne, grâce à laquelle Alexandra et Al-Qasimi se sont rencontrés, n'effectuait pas de vérification suffisante des utilisateurs.
L'homme avait fourni de fausses informations sur sa situation familiale et son caractère. En réalité, il avait été marié 3 fois et tous ses mariages précédents s'étaient terminés par la disparition de ses épouses dans des circonstances mystérieuses. La première épouse d'Al-Qasimi, une Philippine nommée Lourdes Castillo, a disparu en 2016, 8 mois après leur mariage. Officiellement, elle a été déclarée comme ayant quitté le pays de son plein gré, mais ses proches ont affirmé qu'elle n'avait jamais pris contact avec eux après sa disparition. Sa deuxième épouse, la Pakistanaise Fatima Ahmed, a disparu en 2019 dans des circonstances similaires. L'enquête sur ses affaires antérieures a été rouverte après l'arrestation d'Al-Qasimi. La police a découvert que dans les 2 cas, les femmes s'étaient plaintes à des proches de la violence de leur mari et avaient exprimé leurs craintes pour leur vie. Leurs passeports avaient également été confisqués sous prétexte de formalités administratives, et leur dernier contact avec leurs proches avait cessé soudainement et sans explication. Des recherches à grande échelle ont été menées sur le domaine d'Al-Qasimi à l'aide de chiens spécialement dressés et d'équipements géoradars. Dans le jardin derrière la maison, 3 zones présentant une structure de sol perturbée ont été découvertes, ce qui pouvait indiquer la présence de sépultures. L'exhumation a révélé la présence de restes humains, préalablement identifiés comme appartenant à 2 femmes d'origine asiatique. Des preuves supplémentaires ont été trouvées dans les entrepôts des usines de transformation de viande d'Al-Qasimi. Les employés ont confirmé que le propriétaire apportait régulièrement des déchets biologiques supplémentaires pour les incinérer dans des fours industriels. Il expliquait cela par la nécessité de détruire les produits périmés, mais la quantité de déchets ne correspondait pas au volume de production. L'examen des documents financiers a montré qu'Al-Qasimi utilisait des plateformes de rencontres en ligne pour attirer des victimes, afin de satisfaire ses penchants sadiques. Il recherchait spécifiquement des jeunes femmes instruites d'autres pays, qui se trouvaient dans une situation vulnérable et étaient facilement manipulables par la perspective d'une vie aisée dans un pays arabe riche. Son plan était minutieusement élaboré. Al-Qasimi se présentait comme un homme d'affaires prospère et un musulman pieux à la recherche d'une compagne pour fonder une famille traditionnelle. Il promettait à ses épouses des conditions de vie confortables, la possibilité d'étudier la culture islamique et de recevoir une éducation religieuse. Après le déménagement des femmes aux Émirats arabes unis, il les a isolées du monde extérieur et a progressivement renforcé son contrôle et sa violence. L'expertise psychiatrique d'Al-Qasimi a révélé des signes de troubles de la personnalité antisociale, avec des traits sadiques, mais l'a reconnu comme responsable de ses actes au moment des faits. L'homme était pleinement conscient du caractère illégal de ses actes, mais se considérait en droit de disposer de la vie et de la mort de ses épouses selon une interprétation pervertie des principes religieux. Le procès d'Abdul Halim bin Saïd Al-Qasimi s'est déroulé à huis clos, conformément à la décision des autorités judiciaires de Ras Al-Khaimah. La justification officielle de cette confidentialité était la nécessité de protéger la dignité de la famille de l'accusé et d'éviter toute atteinte à la réputation de l'émirat. Les proches d'Alexandra Krivtsova, venus de Russie, se sont vus refuser la participation au procès sous prétexte qu'ils ne disposaient pas des documents nécessaires et n'avaient pas rempli les formalités de visa. La défense s'est appuyée sur l'argument de l'aliénation mentale de l'accusé et de son incapacité à contrôler ses actes en raison d'un trouble de la personnalité sénile. Les avocats d'Al-Qasimi ont présenté les conclusions de psychiatres privés qui ont diagnostiqué chez lui une démence progressive et des hallucinations religieuses. Selon eux, l'homme ne comprenait pas le caractère illégal de ses actes et agissait sous l'influence de fantasmes malsains. Le conseil religieux de l'émirat a soutenu cette version de la défense, déclarant qu'un musulman véritablement croyant ne pouvait commettre de tels crimes en pleine possession de ses moyens.
Les représentants du clergé ont affirmé que les actes d'Al-Qassimi étaient contraires aux principes fondamentaux de l'islam et ne pouvaient être que le résultat d'une maladie mentale. Cette position a permis d'éviter les accusations selon lesquelles les crimes auraient été motivés par des convictions religieuses. Les témoignages des femmes de chambre ont été jugés peu fiables par le tribunal en raison de leur situation de dépendance et de leur intérêt potentiel à obtenir une indemnisation. Les avocats de l'accusé ont affirmé que les femmes philippines pouvaient déformer les faits sous l'influence des promesses de récompenses financières faites par les proches russes de la victime. Le tribunal a pris ces arguments en considération lors de l'évaluation des preuves. Les expertises des restes des précédentes épouses d'Al-Qassimi n'ont pas donné de résultats concluants, permettant de porter des accusations supplémentaires. L'état des tissus osseux n'a pas permis d'établir avec précision les causes du décès, et l'absence de documents d'identité a compliqué l'identification. L'enquête a dû se concentrer uniquement sur l'affaire Alexandra Krivtsova, seule à disposer d'une base probatoire suffisante. Le parquet a requis la peine de mort pour meurtre, avec préméditation et cruauté particulière, mais la défense a insisté pour que l'accusé soit déclaré irresponsable pénalement et soumis à un traitement obligatoire. Les débats judiciaires ont duré plusieurs semaines, avec la participation d'autorités religieuses et d'experts médicaux. La position des membres influents de la famille régnante de l'émirat, qui se sont prononcés en faveur d'une peine aussi clémente que possible, a joué un rôle décisif. La décision finale du tribunal a été un compromis entre les exigences de la justice et la nécessité de préserver la réputation des élites locales. Abdul Halim bin Saïd al-Qassimi a été reconnu coupable d'homicide involontaire en raison d'un trouble mental. Le tribunal a décidé de le renvoyer en traitement obligatoire dans une clinique psychiatrique privée à Ajman, avec réexamen de l'affaire dans 5 ans. Cette sentence a suscité l'indignation de la Russie et des organisations de défense des droits de l'homme, mais les protestations officielles n'ont pas abouti à une révision de la décision. Les autorités des Émirats arabes unis ont déclaré que le verdict était conforme à la législation locale et tenait compte de toutes les circonstances de l'affaire. Les tentatives diplomatiques de la Russie pour obtenir une peine plus sévère pour le meurtrier se sont heurtées à des excuses formelles, invoquant l'indépendance du système judiciaire de l'Émirat. Les parents d'Alexandra Krivtsova n'ont reçu la notification officielle du décès de leur fille que 2 mois après le prononcé du verdict. Le document indiquait que la jeune fille était décédée à la suite d'une tragédie familiale et qu'elle avait été enterrée selon les traditions locales. Les détails du crime et du procès n'ont pas été divulgués sous prétexte de protection des informations privées. Les tentatives des proches pour récupérer le corps afin de l'enterrer en Russie ont été rejetées par les autorités locales. La justification officielle était la nécessité de respecter les rites funéraires islamiques et l'impossibilité d'exhumer le corps après la célébration des rites religieux. En réalité, les restes d'Alexandra ont été incinérés sans le consentement de la famille, et ses cendres ont été dispersées dans le désert, à l'extérieur de la ville. Le passeport russe d'Alexandra Krivtsova a été détruit sur ordre des autorités locales en tant que document appartenant à une personne qui s'était convertie à l'islam et avait reçu un nouveau nom après son mariage. Le consulat russe a été informé que la citoyenne avait volontairement renoncé à sa nationalité russe au profit du statut d'épouse d'un citoyen des Émirats arabes unis, ce qui excluait toute autre revendication de la part de la Russie. Les médias des Émirats arabes unis ont reçu des instructions tacites de ne pas couvrir l'affaire Al-Qassimi afin de ne pas nuire à l'attrait touristique de la région. Les journalistes locaux qui ont tenté d'enquêter sur les circonstances du crime se sont heurtés à des obstacles pour obtenir des informations et à des pressions de la part des autorités. Plusieurs publications dans des médias indépendants
ont été rapidement supprimés à la demande de la censure. Les organisations internationales de défense des droits humains ont tenté d'attirer l'attention sur cette affaire comme exemple de discrimination systémique à l'égard des femmes dans certains pays arabes. Cependant, leurs efforts n'ont pas eu un large écho en raison des intérêts géopolitiques des pays occidentaux à maintenir de bonnes relations avec les Émirats arabes unis. Les relations économiques se sont avérées plus importantes que la protection des droits humains et la justice pour les victimes de crimes. La clinique psychiatrique privée d'Ajman, où Al-Qassimi était soigné, appartenait à des parents éloignés et offrait des conditions de détention aussi confortables que possible. Le patient vivait dans un cottage séparé sur le territoire du centre médical, avec son personnel privé et la possibilité de recevoir des visiteurs. Le régime de traitement ressemblait davantage à des vacances respectables qu'à une hospitalisation forcée. Les rapports médicaux sur l'état d'Al-Qassimi étaient rédigés de manière formelle et contenaient des phrases standards sur l'amélioration progressive de la santé mentale du patient. Les médecins de la clinique rendaient régulièrement compte aux autorités judiciaires des progrès réalisés dans le traitement et faisaient des prévisions optimistes quant à la possibilité d'une libération anticipée. Aucun spécialiste indépendant n'a eu accès à l'examen du patient. 2 ans après le début du traitement, l'état d'Al-Qassimi a été réévalué par une commission médicale qui a conclu à son rétablissement complet et à l'absence de danger pour la société. L'homme a été libéré de la clinique avec la recommandation de poursuivre un suivi ambulatoire et de se soumettre régulièrement à des examens préventifs. En fait, il a obtenu une liberté totale d'action et la possibilité de reprendre une vie normale. Après sa sortie, Al-Qassimi a repris la direction de ses entreprises commerciales et a repris ses activités sur les plateformes de rencontres en ligne sous de nouveaux noms. Les forces de l'ordre n'ont exercé aucun contrôle sur lui et son casier judiciaire a été officiellement effacé en vertu d'une amnistie accordée aux personnes souffrant de troubles mentaux. Le public n'a pas été informé de la libération et du retour à la vie normale du meurtrier. L'affaire Alexandra Krivtsova est l'un des nombreux exemples montrant comment la corruption, le fanatisme religieux et l'irresponsabilité juridique peuvent conduire à l'impunité pour les crimes les plus brutaux. Cette jeune étudiante russe, qui rêvait d'étudier la culture orientale et de fonder une famille, a été victime d'un système qui accorde plus d'importance à la réputation des familles influentes qu'à la vie humaine et à la justice.